Donc, aujourd'hui, on se rencontre pour parler de votre CMDB, des API, comment on peut faire pour transformer votre gestion d'actifs, votre gestion d'inventaire avec C2ITSM. Donc, je commence tout de suite. Donc, on a un agenda assez chargé aujourd'hui. On va aller en démo vraiment beaucoup. Donc, on va voir les inventaires, le cycle de vie. On va voir la gestion des actifs TI, bien sûr, la gestion des consommables, de quoi ça ressemble sur un rapport et les alertes par la suite. Donc, là-dessus, je passerai la parole à Eric, qui va être avec nous aujourd'hui comme analyste d'affaires et qui va être supporté par Martin un peu plus tard durant la session. Donc, Eric, bienvenue. Merci de ton temps Bonjour. aujourd'hui. Merci, Puis, Maude. je vous passe la parole, les gars. Parfait. Ben, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc, ça va, Éric Guérin. Je suis analyste d'affaires avec C2 depuis quelques années maintenant, depuis trois ans, un petit peu plus que 3 ans, et en TI depuis tout le temps. Donc, technicien en informatique, administrateur réseau et gestion un peu aussi. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter l'inventaire, qu'est-ce que ça fait, à quoi ça sert. Euh, donc, c'est un bon défi qu'on a en TI de gérer notre inventaire. De plus en plus, on se fait demander des comptes, là, surtout pour ceux qui sont au public. Il faut rendre des comptes sur qu'est-ce qu'on a comme équipement entre les mains, où sont nos équipements. Il y a des aspects financiers, des aspects légaux à travers tout ça. Donc, un inventaire, en gros, c'est quoi? C'est tout ce qu'on a comme équipement et qu'on doit garder la trace, là. Donc, pour différentes raisons. Et aussi pour offrir nos services à nos clients. Donc, on a nos serveurs, nos équipements réseau, nos ordinateurs, etc. Euh, et tout autre équipement là, physique là, qui est pas de l'informatique. On va partager l'inventaire souvent en deux parties. On va parler d'un inventaire plus administratif qui va concerner l'aspect financier, l'aspect légal, donc nos achats. Nos factures, nos commandes, la valeur de nos équipements, qu'est-ce qu'on a entre les mains. Et au niveau de l'inventaire TI, ensuite, c'est ce qu'on va avoir comme équipement connecté. Ça comprend aussi donc, les équipements connectés, les ordinateurs, les switches, ça comprend les logiciels, d'autres systèmes aussi qui rentrent en ligne de compte. Et ce qu'on veut faire, souvent pour nos équipements TI, on fait de la découverte, on fait de la configuration sur ces équipements-là avec des outils comme SCCM. Euh, ce qu'on veut, c'est intégrer notre inventaire physique TI avec notre inventaire administratif. On veut savoir mon serveur, c'est quoi la facture qui va avec l'ordinateur que je dois faire réparer, qui a un numéro de série. Quand est-ce que je l'ai acheté, ça fait combien de temps que je l'ai. Donc, c'est ce qu'on veut viser à faire avec ça. Donc, ce qui m'amène à parler du cycle de vie des équipements, qui est un principe. Si vous faites une petite recherche sur Internet, vous allez voir là, le cycle de vie d'équipement TI. Il y a plein d'images. Moi, je me suis inspiré de ça là, pour faire mon propre cycle de vie de la façon que je le vois. C'est un démo. On explique les grandes lignes. La réalité de chacun est différente. Mais en gros, notre équipement TI, quand on l'achète, on parle de l'acquisition. On va pas, une fois qu'on l'a acheté, on a un bon de commande, une facture, on va le configurer, l'assigner à quelqu'un, faire de la maintenance sur cet équipement-là. Donc, on va avoir la durée de vie. Et il y a des actions à prendre aussi quand on va être en fin de vie. Donc, le cycle de vie, quand on le fait comme il faut, bien, ça nous permet comme il faut de suivre nos équipements. Ça va nous permettre de penser à notre processus d'affaires correctement. Donc, c'est bien beau de l'acquisition, mais comment j'achète, qui est impliqué là-dedans, les ventes pour les équipes d'achat au niveau des finances, au niveau TI ensuite, quand on passe à la configuration. Tout ça, toutes ces parties-là, on a des méthodes, des façons de faire, des procédures qu'on veut suivre. Ça- donc, en le définissant, ça nous permet de mettre en place nos bons processus. En ayant un bon cycle de vie, une bonne façon de faire, c'est ça qui va aussi nous aider à lier notre inventaire administratif et TI. OK. Et donc, continuité des services, qualité de service. On s'assure en suivant notre cycle de vie de nos équipements. On sait où ils sont, on sait si on a des maintenances à faire, on sait si on doit les remplacer. Donc, on assure la qualité de nos services. Puis, ça demande un certain temps, mais ça vient minimiser nos pertes de temps par la suite à chercher des inventaires, à chercher qu'est-ce qui se passe dans ce bâtiment-là, où sont mes équipements. Côté financier, ben, c'est plus facile d'avoir nos rapports, de sortir nos chiffres à ce sujet-là, au sujet de notre parc informatique. Donc, l'inventaire qu'on a,
on a des équipements qui vont se retrouver dans l'inventaire administratif, des équipements qui vont se trouver dans notre inventaire informatisé ou TI. Quand on parle d'inventaire administratif, comme je disais tantôt, c'est gestion des achats. Quand on parle d'inventaire TI, SCCM, Landsweeper, ce qu'on sait qu'on a comme équipement avec, dans notre parc. Donc, on veut venir essayer d'avoir les deux mariés ensemble pour retrouver les traces de nos équipements. On veut donc assurer la conformité des deux inventaires en comparant les deux. On veut suivre l'actif au long de son cycle de vie, on veut rendre des comptes, faire des rapports, etc. Donc, on va pas mal se tenir sur le cycle de vie pour le reste de notre présentation, de nos démos. Donc, c'est bien beau, OK, parfait, ça c'est de la théorie. Comment qu'un système ITSM vient nous aider avec ça? Pourquoi comment C2 peut venir nous aider avec la gestion d'inventaire? Ben, C2 avec sa CMDB permet de faire notre inventaire. Vous pouvez avoir votre inventaire à l'intérieur de C2. Vous pouvez avoir votre inventaire TI. Vous pouvez avoir un inventaire des consommables. Donc, si vous êtes vous devez fournir à votre clientèle des produits, je vais faire des exemples bien bidons, là, mais des batteries, des piles, des cartouches de poudre pour l'imprimante, etc. Vous achetez des équipements que vous gardez en stock et quand quelqu'un vous en demande, vous en donnez ou vous en fournissez. Et là, vous gardez toujours un stock minimum. Ça, c'est votre inventaire des consommables. Il n'y a pas vraiment un suivi qui est fait sur la pièce, sur l'item, mais on veut suivre ça. C2 peut faire ça. Inventaire TI, beaucoup de nos clients le font pour savoir mes ordinateurs sont où, c'est quoi le numéro de série, etc. On peut faire l'inventaire administratif aussi. Donc, on peut avoir notre processus d'achat à l'intérieur de C2. Si on ne l'a pas dans un autre système, C2 peut être on peut configurer C2 pour le faire. Donc, un système comme ça vient aussi automatiser nos processus d'affaires qu'on met en place. Donc, d'où l'importance de bien les définir dès le début en s'appuyant sur un cycle de vie de nos équipements. Donc, flux de travail, processus, etc., qui est inclus dans ces deux. On peut faire la gestion des achats, j'ai dit tantôt. Et on peut aussi venir intégrer des systèmes externes en prenant avantage des appels API de ces deux et des systèmes externes. Donc, nos systèmes d'achat, de commande, les outils comme Landsweeper qui font de la découverte TI ou de la gestion des configurations comme CCM ou tout autre produit que vous auriez, il y a moyen de venir intégrer avec ces deux en mettant les bonnes configurations en place naturellement, en utilisant les API de nos systèmes. Petit mot sur les rapports. On va revenir avec la démo là, pour parler de choses plus en détail, mais un petit mot sur les rapports. Quand on a un bon cycle de vie, qu'on a une CMDB qui est bien montée pour avoir les informations adéquates, on y pense dès le départ pour avoir nos rapports. On peut faire des rapports assez intéressants. Donc, l'outil StimulSoft qui est inclus, qui est fourni avec C2. Un exemple de rapport que j'ai mis à l'écran ici, c'est un rapport d'amortissement. Donc, on avait besoin de fournir durant la durée de vie de l'équipement, suivre le cycle d'amortissement financier au niveau comptable et ça nous permet de sortir un rapport. Donc, il faut mettre les choses en place dès le départ dans la CMDB pour y arriver. Il faut le configurer, il faut y penser. Mais c'est tout à fait possible avec ces deux de faire ça. On peut avoir des rapports pour savoir la distribution des équipements dans nos parcs sont où quand on a plusieurs bâtiments, plusieurs secteurs différents, au centre de service scolaire qui a plusieurs écoles, une compagnie qui a des bureaux un peu partout à travers le Québec ou à travers le monde. Donc, il y a moyen d'avoir des rapports pour dire, ah, OK, mes équipements, je sais, ils sont à tel endroit ou à tel endroit. Donc, ça, c'est une chose. On y pense dès le départ de l'implémentation. On peut ajuster aussi par la suite pour rajouter ces fonctionnalités-là. Donc, mais c'est des choses à penser avec nos processus d'affaires bien définis. Et tout ce qui est audit sécurité, rapport nécessaire à savoir, justement. Je me répète un peu. Nos équipements, qu'est-ce qu'ils font? Où sont-ils? À quoi servent-ils? Martin, je te donne, je te laisse la parole pour parler des API un peu. Parfait. Merci beaucoup, Eric, pour ta présentation. Donc, je me présente rapidement, Martin Robert. Je suis analyste d'affaires tout comme Eric. Ça fait bientôt 3 ans que je suis avec C2 ITSM, comme Eric, en informatique depuis tout le temps, depuis plus de 20 ans. Donc, aujourd'hui, je ne ferai pas un cours en long et en large de qu'est-ce qu'un API et comment on les configure. On va rester plus dans
l'utilisation pratique des API. C2 contient des processus automatisés qui sont performants, qui nous permettent de faire beaucoup de choses. Cependant, les API, eux, vont pouvoir venir nous épauler quand on rencontre soit des limitations ou va nous permettre un peu plus de flexibilité sur l'utilisation. Donc, avec les API, on a aussi ce qu'on appelle le JSON Path ou le sélecteur JSON en français. Ça, ce que ça permet de faire, c'est de venir interroger justement la réponse que l'API nous renvoie une fois qu'elle a été exécutée. Et on est capable d'interpréter justement la réponse pour aller récupérer de l'information pour déclencher des processus, mettre à jour des données, séquencer un peu les processus d'affaires et opérationnels qu'on veut implémenter, que ce soit comme aujourd'hui avec le sujet de la CMDB, mais aussi avec justement le traitement des demandes de services et des incidents. Et voilà, voici des exemples des clés qu'on peut utiliser pour venir interroger la réponse JSON. Si jamais vous avez des questionnements vis-à-vis l'utilisation des API, je vous invite fortement à contacter votre analyste d'affaires avec lequel vous allez pouvoir discuter des besoins. Est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce que c'est la bonne approche? Y a-t-il d'autres choses qu'on peut faire aussi? Sinon, ils vont vous accompagner pour être capable de pouvoir créer et utiliser les API adéquatement dans vos environnements. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les API? Je l'ai mentionné un peu plus tôt, mais on peut mieux gérer, améliorer sa gestion de sa CMDB, donc en mettant des processus pour des maintenances récurrentes, de l'inventaire des consommables, la gestion des seuils minimums, chose qui est très, très, très importante, recensement des équipements assignés aux clients. Ici, on peut le voir aussi comme étant une prise d'inventaire. À titre d'exemple, avec le COVID, on a eu un petit peu un état d'urgence où on donnait de l'équipement à tout le monde pour qu'ils puissent travailler de la maison, pour être capable d'assurer une continuité des affaires. Cependant, ben, 3 ans après, ben, on a perdu trace. On a perdu trace des équipements, on ne sait plus c'est rendu où. Là, on se ramasse avec des comptes à rendre au niveau des inventaires, comme Eric le mentionnait, avec les inventaires administratifs versus TI, il y a des manques à gagner, tout ça. Ce qui fait en sorte qu'avec les API, avec des bons processus en arrière-plan, on est capable de pouvoir effectuer un inventaire sans que le client ait à se déplacer avec ses équipements ou quoi que ce soit. À travers un billet ainsi que des API, on vient mettre à jour les équipements, puis on vient appuyer la gestion des seuils minimums. Donc, il me reste combien d'ordinateurs, combien d'écrans en inventaire. Ça vient aussi appuyer une portion qu'on va voir un peu plus tard au niveau de la démo, ben, l'embauche, la nouvelle arrivée d'un employé. Donc, il y a des principes qu'on va vous présenter qui vont vous permettre de mieux gérer justement vos stocks conséquemment à l'arrivée d'une nouvelle ressource. Donc, Eric, je te laisse la place. Parfait, ben merci beaucoup. Donc, je vais vous partager mon écran. Là, ça va être un petit peu plus intéressant qu'une présentation PowerPoint. On va vraiment aller dans ces deux comme tel. Donc, tantôt, j'ai dit, je vais me tenir avec notre cycle de vie des équipements. On va commencer par l'acquisition de l'équipement. Donc, on a prévu d'acheter des équipements ou un équipement. Donc, petite explication sur notre méthode de procédé. Je vais vous faire la présentation de ce qu'on peut faire dans C2 avec les outils qu'on a dans C2. Et Martin va venir nous présenter à certaines reprises la mécanique en arrière-plan pour ce qui concerne les API, etc. Donc, j'ai acheté un équipement. Donc, on s'est préparé ici une petite demande pour l'acquisition d'équipement. Donc, je vais faire un achat d'équipement informatique ici. Et on s'imagine qu'on a notre processus avec l'équipe des achats. Quelqu'un nous fait un bon de commande et on va procéder avec ça. C'est un peu l'exemple ici qu'on a. Imaginez quelqu'un dans votre organisation, un directeur de service qui dit bon, ben, moi, j'ai besoin d'équipement pour mon service. Donc, il pourrait dire bon, ben, moi, j'achète un ordinateur, je mets un nom de fabricant, un nom de modèle. Donc, ça pourrait être lié à un catalogue d'achats que vous avez, ça peut être des choses que vous avez avec vous. Donc, c'est pour l'instant, on l'a fait relativement simple comme ça. Donc, je vais mettre un prix ici là, qui est un peu bidon. Oups, c'était une quantité. Là, ici, je vais mettre le prix. Donc,
on peut dire là, qu'on achète, il va en avoir un autre, là, un Dell, et ça va être une mini station. On va en acheter un prix comme ça. Donc, on fait un genre de bon de commande comme ça qui est soumis. Et voilà, mon billet est fait. Et quand je m'en vais à mon application, je vais avoir mon billet d'achat d'équipement qui va être disponible. Et je vais venir le traiter rapidement. Donc, je vois ici qu'est-ce qu'on veut acheter. Je vais mettre en cours ici, m'assigner. Donc, je suis la personne aux achats. Je fais ma commande avec mon fournisseur. Donc, je vais venir compléter la commande ici. Bon, mon fournisseur, on va rentrer ici notre fournisseur, un numéro de bon de commande de mon côté, un numéro du côté du fournisseur. Date d'achat, on va mettre aujourd'hui. Date de livraison, on peut mettre aujourd'hui. Ça n'a pas d'importance dans ce cas-ci. Mais on peut venir bonifier notre demande ici avec toutes les choses qu'on a besoin pour faire notre achat. Je procède à la commande. Et ce que je veux avoir dans cette commande-là ensuite, ben, c'est un moyen de dire j'ai commandé des items, puis il faut que je les reçoive. Donc, on a généré dans notre flux de travail ici une tâche pour la réception du matériel qui a été commandé. Donc, je vais l'ouvrir directement ici comme ça. Je suis la personne qui fait la réception des équipements. Donc, je vais me mettre en cours. Il faut que je m'assigne. Et voilà. Donc, j'ai les équipements que je suis supposé recevoir. Je vais confirmer que j'ai bien reçu mes équipements. Ce qui complète mon billet de réception. Et si je retourne à mon billet d'achat, qui est maintenant implémenté, ça ici, je peux enlever ça. Donc, ensuite, ce qui est intéressant, c'est que si je m'en vais dans ma CMDB, rafraîchis. J'ai un bouton, je me suis fait un filtre, équipement d'attente de configuration. Je vais retrouver mes deux équipements. C'était pas prévu dans mes plans. Je vais retrouver mes deux équipements que je viens de recevoir. Je les ai tout de suite créés dans ma CMDB. Donc, on aurait un principe ici qu'on viendrait mettre le numéro de série, les informations pour compléter la réception là, de cet équipement-là. Dans notre démo, on ne l'a pas mis, mais c'est des choses qui sont tout à fait possibles de faire. Martin, avais-tu un petit bout à nous présenter suite à ça? À l'acquisition? Bien sûr, Eric. C'est ici, on vous a montré un petit peu un processus qui fait de bout en bout, dans le fond, l'acquisition ainsi que la réception et la mise à jour de votre CMDB, tout à travers de ces deux. Donc, c'est sûr et certain que dans cette portion-là, ici, il y a plusieurs API. Eric, si on pourrait, tu peux aller dans le module de gestion, ensuite tu peux aller dans les API. Parfait, merci. Donc ici, on voit là, il y a plusieurs API qui roulent en arrière-plan. On voit que c'est quand même relativement performant parce que le nombre d'exécutions qui se fait pour aller récupérer justement les catégories de CI, pour aller justement mettre à jour les billets, changer les états de autant du billet que des CI, venir créer justement les tâches conséquentes en arrière-plan ainsi que le CI lui-même. Tout se fait relativement très rapide. Donc, ça, c'est une méthode qu'on peut utiliser. D'autres méthodes qu'on peut utiliser aussi, qu'on n'a pas mentionné à travers justement le flux que Eric vous a présenté, c'est qu'on peut aussi implémenter avec des systèmes de découverte. Donc, on peut faire l'achat, tout ça. Et quand on ajoute les ordinateurs, par exemple, dans le parc informatique, mais on peut avoir un système comme un SSCM ou un Landsweeper qui, eux, avec des API, peuvent venir générer le CI dans ces deux. Ça peut être une méthode. L'autre méthode qui peut être utilisée aussi, c'est un import via un PowerShell.
un script PowerShell avec un fichier CSV. Souvent, les fournisseurs vous donnent un document, un CSV, où vous pouvez le demander avec justement toutes les informations des équipements que vous avez achetés. Il suffit simplement de le formater pour que notre API d'import de CI puisse l'intégrer dans votre CMDB. Donc ça peut être aussi une autre méthode utilisée. Moi, j'aime bien celle qui est gérée intégralement dans ces deux parce que je m'excuse de l'anglicisme, mais ça fait un processus qui est streamline, qui est de bout en bout, puis on le programme de bout en bout dans ces deux. Parfait, merci Martin. Bienvenue. Donc, je retourne avec mon cycle de vie des équipements. Je l'ai acheté. Maintenant, je dois le configurer. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai pris avantage du champ état du CI, de nos catégories de CI, pour dire que ce système-là est en attente de configuration. Donc, je me suis mis tout simplement un petit filtre ici là, pour bien les présenter. Je le sais que ces équipements-là sont prêts à configurer, donc ça serait facile à partir de là de se créer un biais de configuration pour nos systèmes pour envoyer ce bon travail-là, je vais le dire comme ça, à mon technicien qui va s'occuper de configurer l'ordinateur pour notre client. Donc, c'est une présentation qu'on fait avec un item. J'ai acheté 2 ordinateurs, mais si vous avez des achats en lot à faire, souvent c'est ce qui arrive, il y a aussi un moyen d'aller adapter le processus sur cette méthode-là. OK. Là, j'ai mon acquisition, ma configuration. Troisième étape, ce serait l'étape où je vais assigner un ordinateur à un employé. Pour ça, on a fait quelque chose de bien. Martin nous a préparé quelque chose de bien intéressant que je vais vous montrer. Donc, l'idée est de dire, quand ça va être le temps d'engager un employé, c'est à ce moment-là que je vais travailler, ce que je vais assigner l'ordinateur. Donc, on a un principe au niveau de la pré-embauche. Donc, on a prévu acheter un employé, il va avoir besoin d'équipement. Donc, je m'en vais au niveau de ma pré-embauche. Je décide que j'ai un nouvel employé qui va rentrer. Je vais l'envoyer au TI. Il va avoir un gestionnaire qui s'appelle Chuck. Un corps d'emploi, bon, il va être un développeur. Statut d'emploi permanent. Télétravail, ben oui, pourquoi pas. Donc, planification de l'équipement avant l'embauche. On va dire qu'est-ce qu'il va avoir besoin. Il va avoir besoin d'un ordinateur, il va avoir besoin d'un moniteur, d'un clavier, d'une souris, puis d'un casque d'écoute. Et je pourrais rajouter ici des notes sur donc Visual Studio est requis, etc., 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 etc. Je ne sais plus écrire. Et voilà. Bon, on peut mettre des notes. On va soumettre cette demande-là. Et au niveau de mon application, j'ai une demande de pré-embauche pour des équipements. Donc, on présume maintenant que je serais quelqu'un à l'informatique qui dit, ah, OK, il y a quelqu'un qui veut des équipements pour une pré-embauche, parfait. Donc, je vois qu'est-ce que la personne a besoin et je vais aller fournir ces équipements-là à même ce que j'ai de disponible dans mon inventaire. Donc, je vais faire une planification des équipements ici. Je vois qu'est-ce que mon nouvel employé va avoir besoin et je vais aller me chercher un poste de travail. C'est l'inventaire à Martin, donc je ne sais plus comment chercher à l'intérieur. Et voilà. Inscrit PC, oui. PC, hein, c'est ça. Moi, je voulais l'ordinateur, puis il ne l'a pas trouvé. Un écran. Va-tu marcher? Oui. Un écran. Clavier. Si tu me permets, Eric, Oui. pendant que tu complètes justement le formulaire, je ne sais pas, vous avez remarqué, il y a un petit impact visuel ici que je trouve qui est intéressant, c'est au niveau des couleurs. On peut, avec les états de CI, venir mettre un impact visuel qui permet de visuellement voir, ben, quand c'est vert, ça veut dire qu'il est disponible en inventaire. Quand c'est rouge, peut-être qu'il est brisé, retiré, perdu, volé. Quand il est une autre couleur, donc on est capable de se mettre une certaine codification pour avoir un impact visuel. Donc, j'ai choisi mes équipements. Je soumets ceci à mon billet. Il y a des actions en arrière-plan qui se passent. Et on se retrouve avec les équipements. Ah, lui est rose. Les autres sont verts.
serait supposé être tout rose, hein? Oui, il va redevenir rose. C'est le temps de faire un refresh avec le billet. Si tu fais une sauvegarde, Ouais, il c'est ça. devrait devenir rose. On va le sauvegarder. Et voilà. Donc, rose veut dire qu'ils ont été réservés. Verts étaient disponibles, roses sont réservés pour une pré-embauche. Donc, je me retrouve avec cette demande-là de pré-embauche. Donc, par la suite, on va engager l'employé. Donc, je pense que ce biais-là, je peux juste l'implémenter ou le fermer, Martin? Oui, bien sûr. OK, parfait. Donc, je complète ce biais-là. Donc, ensuite, je vais vouloir engager mon employé. Donc, je retourne au niveau de mes demandes ici. Fait que nouvelle demande, ressources humaines. Et là, j'ai trouvé mon employé, nouvel employé. Donc, j'ai ma demande. Ici, la demande est soumise par moi. Nom, prénom, ici, ça, c'est l'employé, hein, si je ne me trompe pas. Exact. Pour mettre le nom OK. de l'employé ici. Au niveau de la demande soumise, par ou au nom de, il faut mettre le nom du gestionnaire. Donc ici, on avait Chuck Norris qui était notre OK. Donc là, ici, je gestionnaire. vais aller chercher Chuck. Exactement. Comme j'ai dit, c'est Martin qui a préparé cette tuile-là. Date d'embauche, bon, on va le faire commencer demain, tiens. Date de début d'emploi, et il s'en vient demain. OK. Donc, ici, récupérer des informations de la pré-embauche. Donc, ici, je vais aller chercher qu'est-ce que j'ai préparé pour cette personne-là. Donc, c'était un développeur. Donc, c'est ce kit-là ici que j'avais pour lui. Donc, ça, c'est les kits de pré-embauche qui sont disponibles pour Chuck Norris. Donc, j'ajoute mon kit. Mon kit se retrouve en bas ici. Et j'ai tout simplement ici, OK, profil logiciel utilisateur, développeur. Donc, je pourrais avoir ici des informations là, sur qu'est-ce qui doit être fourni. Je vais juste y aller ici avec la soumission de ce biais-là. Donc, je me retrouve ici avec un nouvel employé. Donc, mon nouvel employé, Bob Robert, directeur Chuck Norris, ses équipements qui sont ici. Je vois toutes les informations là, au sujet de son besoin. Et, si je ne me trompe pas, Martin, implémenter. Par la suite, c'est sûr, certain, dans cette demande-là, ici, il y avait l'implication de la gestion des identités et des accès, donc tout ce qui est applicatif, les droits, tout ça. Mais par la suite, on peut très bien voir que dans le flux de travail, on pourrait, un coup que les profils utilisateurs ils ont été configurés dans la demande, il peut y avoir une tâche tout simplement qui est assignée, exemple, à l'équipe TI, une aux ressources matérielles, possiblement une autre équipe pour être en mesure de venir configurer. Donc, donner les accès, créer le poste, monter le poste, s'assurer que le profil est là. Au niveau des ressources matérielles, on peut faire une demande de clés, des cartes d'accès, tout ça. On peut communiquer avec le gestionnaire. Donc, rendu à cette étape-ci, le processus, je l'ai arrêté là personnellement parce que ça va dépendre toujours de vos processus d'affaires à l'interne. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place quand on fait je m'excuse d'un anglicisme, encore une fois, un onboarding d'un nouvel employé. Donc, à ce moment-là, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous dirais communiquer avec votre analyse d'affaires. Ça va faire le plaisir de pouvoir vous aider à possiblement intégrer un principe justement de pré-embauche pour être capable de mieux gérer vos actifs lors de l'embauche d'un employé. Parfait. C'est bon. Petite question, Martin, sur ton processus. Oui, Mes équipements ici qui sont en réservation, lorsque je vais vouloir les fournir à mon client, à mon employé, à travers ce biais-là, tout ce qu'on a à faire, c'est terminer le processus de traitement du biais? exactement. En fait, ce qui se produit, c'est que la suite, on a sûrement une tâche qui va être assignée, par exemple, à une équipe TI, qui, lui, peut avoir une liste de tâches à faire, un checklist pour dire, ben, OK, est-ce que j'ai mis l'OS, est-ce que j'ai fait le profil, après tout ça. Et un coup que ça c'est fait, ben, il confirme qu'il a fait sa partie à lui. Et là, ben, tous les CI, non seulement ils deviennent, l'état du CI devient assigné, mais en plus, le nouvel utilisateur a été créé. Donc, on est en mesure de pouvoir venir associer les CI à l'utilisateur pour être capable de faire un suivi de à qui et où sont rendus mon équipement. parfait. Si je m'en vais dans ma CMDB, en fait, tantôt, j'étais dans mon inventaire, j'ai rafraîchi. Bon, ça, c'est mes équipements en attente de configuration, mais je me suis fait un petit fil pour les équipements réservés pour pré-embauche.
Donc, je vois ici tous mes équipements qui sont en réservation pour une pré-embauche. Donc, j'ai plusieurs écrans ordinateurs, etc. Si je veux voir juste mes ordinateurs, je peux venir filtrer ici. Puis, ordinateur. Donc, j'aurai juste mes ordinateurs qui sont disponibles pour une pré-embauche. Ces filtres, ces équipements-là, en fait, on a utilisé une catégorie de CI, pré-embauche, planification d'équipement. Donc, les voici ici, là, comment on a groupé les ordinateurs ensemble. Si j'ouvre un CI ici, à l'intérieur, là, je vois l'équipement exactement. Donc, 2 écrans, un ordinateur, clavier, souris, headset, pour cette personne-là là, qui est en attente d'avoir des équipements ou qui est en attente d'être embauché. Donc, ici, je pourrais juste implémenter ou fermer mon billet. Je pense que tu m'as dit, Martin, que tu n'avais pas mis en place les processus là, pour finir ce bout-là parce qu'on considère qu'il y a peut-être un billet, un technicien pour venir configurer des systèmes pour s'assurer qu'il va chercher les systèmes et que les configurations se font. Donc, ça va être à ce niveau-là que ça va se faire. Exactement. L'idée en arrière, c'est le début de processus qui, somme toute, est très, très simple d'implémentation. Puis ensuite de ça, c'est juste de greffer votre processus d'affaires usuel que vous avez déterminé à l'interne pour quand vous embauchez quelqu'un. OK, parfait. Martin, je vais te laisser la parole là, si tu veux parler un peu plus en détail de la mécanique en arrière-plan. Oui, bien sûr, bien sûr. Si tu veux partager ton écran, peut-être, ce serait préférable. Maintenant, en arrière-plan, l'idée en arrière, justement, des demandes de pré-embauche, quand on parle de processus, c'est j'ai un gestionnaire qui discute avec les RH, j'ai besoin d'une ressource. Les RH, eux, soumettent une demande de pré-embauche. L'équipe TI, eux, viennent dans la demande de pré-embauche, qui est juste ici, complètent la demande en appuyant, puis on voit ici, là, on a quelques actions pour définir le sommaire, pour tout configurer ça en bonne et due forme. Quand ici, on vient pour planification des équipements, on a le fameux pop-up qui survient. Et ensuite, si je vais dans la configuration du champ lui-même, très rapidement, on peut voir ici qu'il y a justement un API pour venir mettre à jour la section de l'équipement. Ensuite de ça, ici, on met à jour quelques items. Et en arrière-plan, il y a une création de CI par, encore une fois, un API. Je m'en viens ici. Onboarding. Appelé pré-embauche finalement. Et voilà. Donc ici, on a la pré-embauche. Donc rapidement, je n'irai pas en détail dans la création du CI lui-même, mais on voit ici qu'on crée le CI avec tous les champs personnalisés qu'on a déterminés. Et en bas, je fais référence avec justement le JSON Path qu'on vient récupérer avec, exemple, ici, je viens chercher l'ID du CI. Donc, ça ici, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? C'est comme Éric l'a mentionné, on vient planifier l'arrivée d'une ressource, mais aussi ce que ça permet de faire, c'est justement la gestion des seuils minimums. Je vais donner un petit exemple ici. Donc, souvent, ça se trouve être une problématique qu'on rencontre quand il y a une nouvelle arrivée. Je l'ai vécu moi-même dans une ancienne vie. Et si ce n'est pas moi-même, c'était d'autres ressources qu'on embauchait. Bien, on embauche quelqu'un, on sait à peu près quand il arrive et quand il arrive, bien, soit qu'il nous manque des écrans, soit qu'il nous manque des ordinateurs, soit qu'il nous manque des souris. Fait que là, on ramasse à gauche, pas à droite, quelqu'un qui est parti en congé, prolongé, peu importe, on ramasse son stock. Donc, ça va éviter justement toute cette gestion-là de dernière minute. On va être proactif au lieu d'être réactif. Ce que le seuil minimum, la gestion des seuils minimums va vous permettre aussi, c'est de mieux gérer votre inventaire, savoir où est mon inventaire, où est mon matériel. Comme l'a mentionné Éric tantôt, les audits de sécurité, souvent, on vous demande, bien, tes ordinateurs sont où, sont-ils protégés, tout ça. Donc, ici, on a un exemple. J'ai pris la quantité de souris. Donc, on a dans notre CMDB, on a les souris. On vient ici, on a une catégorie de CI qui s'appelle souris. Je sais que la majorité d'entre vous, peut-être, vous n'irez pas inventorier vos souris, mais à titre d'exemple ici, on voit toutes les souris que j'ai achetées. Cependant, j'ai créé un CI, une catégorie de CI qui, elle, me permet d'avoir un visuel sur
l'ensemble de mes souris. Donc, mon seuil minimum, je dis, j'en ai besoin de 25. Ensuite de ça, les quantités en inventaire, les quantités assignées, les pertes, bris, vols, on a un calcul qui se fait automatique. Et en arrière de tout ça, on a une planification, justement, comme Éric mentionnait, des maintenances, des récurrences planifiées, des choses comme ça. Bien, c'en est une, ça ici, pour la gestion des seuils minimums. Donc, ceci, on vient mettre une date, on vient mettre justement la dernière mise à jour. On peut le planifier une fois par jour, une fois par semaine, 2 fois par jour. Si au besoin, j'ai un client qui lui l'a implémenté le midi et après les heures normales d'affaires. De cette façon-là, parce que lui, il a un gros roulement, donc il sait déjà d'emblée tout son inventaire, comment il circule dans son organisme. Ici, on peut voir les ordinateurs. Donc, ici, j'en ai un seuil minimum de 30. J'en ai 28 en inventaire. Est-ce que j'ai un avis qui a été envoyé? Oui. Donc, par ce processus-là, on va pouvoir envoyer un billet. Parlant du processus, bien, ici, dans la gestion des quantités et des accès, j'ai ma gestion des seuils minimums. Donc, on peut voir ici que j'ai mon et je l'ai nommé PC, lui ici. Donc, j'ai mon processus qui vient valider justement si mon seuil minimum est atteint. Qu'est-ce que je fais? Bon, je mets ça à oui, je génère un billet, achat d'équipement informatique. Tantôt, Éric vous a montré le billet justement au portail. Je vais le refaire en même temps, tant qu'à en parler. Acquisition, achat d'équipement informatique. Donc, au portail, ce qu'on voit, c'est seulement ce qu'un individu, une ressource, un client va vouloir compléter. Cependant, quand c'est le processus automatisé en arrière qui génère justement la demande, ce qu'on peut voir, je vais aller rechercher le billet. Ici, c'est que dans la configuration, il peut y avoir une section dans laquelle où on ramène les informations justement des quantités qui restent. Donc ça, ici, on peut le gérer automatiquement. La personne aux ressources matérielles ou à l'approvisionnement va recevoir ce billet-là. Il va dire, oh, attends, ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé par le système parce que j'ai un seuil minimum, j'ai une décision à prendre, combien j'en achète. Et là, ici, c'est la même mécanique qu'Eric a présentée au début de la démo. On complète la commande, on fait tout le gros processus, puis ensuite, on ajoute justement les CI dans l'inventaire. Okay. Au niveau de notre cycle de vie des équipements, on serait rendu à parler, OK, mais on a donné notre équipement à notre employé. Maintenant, il va avoir de la maintenance ou du support à faire sur cet équipement-là. Donc, on va le traiter à travers les biais. Donc, tout simplement, nouvelle demande, j'ai une demande au niveau de mon environnement de travail. Donc, quand l'employé dit j'ai un problème avec mon équipement, donc il va pouvoir tout simplement, comme d'habitude, nous faire un billet à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas grand-chose ici. Ce qui va être intéressant à gérer, par contre, au niveau de la CMDB, c'est de prendre avantage des états de CI. Donc, si je m'en vais ici et que je m'en vais voir dans mes filtres, est-ce que j'ai des équipements brisés ou défectueux? Ici, je vais pouvoir retrouver mes équipements qui sont brisés. Donc, à travers mon billet de support que mon employé va me faire, je vais vouloir venir lier mon équipement qui est à regarder, mais je vais vouloir aussi venir sur mon équipement et venir modifier mon état de CI avec des processus pour indiquer qu'est-ce qui se passe avec cet équipement-là. Donc, on va mettre en place les méthodes. On ne l'a pas fait ici parce que c'est des choses qu'on fait souvent, là, on ne voulait pas trop répéter les choses, mais c'est important de le mentionner. Ensuite, au niveau des maintenances, on va avoir des équipements qui vont avoir besoin de maintenance régulière. À ce moment-là, on va utiliser la même chose. Je ne l'ai pas ici, mais pour nos équipements réseau, les équipements comme des UPS, des équipements comme ça qu'on a besoin de vérifier régulièrement. On peut venir se mettre des champs à l'intérieur de nos équipements pour nous indiquer les dates de prochaine maintenance. Donc, je pourrais avoir un champ ici, date de maintenance, et me faire créer un billet automatiquement pour faire la maintenance sur mon équipement et venir l'assigner à l'équipe concernée. Ensuite, on arrive au principe de fin de vie d'un équipement désuet. Donc, ça peut se passer à travers un biais de support. Donc,
le client nous dit, bon, ben, mon ordinateur, ça va mal, le technicien s'en vient, il regarde l'équipement, qu'est-ce qui se passe. Et la bonne pratique serait d'indiquer dans notre billet de support, je ne pense pas que j'en ai ici, non, mais ce n'est pas grave, de venir indiquer dans mon billet de support que l'équipement doit être remplacé. Et là, on va avoir en place un système pour dire, OK, à travers le billet de support, l'équipement que j'ai lié ici, qui était marqué comme étant brisé, cet équipement-là, je vais venir l'envoyer en fin de vie parce que je considère qu'il n'est pas réparable. Et en fin de vie, ben, je vais me retrouver ici, équipement en fin de vie. Encore une fois, j'utilise les états de TI pour les indiquer. Je vais avoir trois idées pour ma fin de vie. Mon équipement informatique, je l'ai entre les mains. Je décide de le mettre en fin de vie, mais il faut que je le retire des équipements TI. Il faut peut-être que je libère des logiciels, des licences logicielles qui sont assignées à cet ordinateur-là. Je vais peut-être faire un nettoyage de l'équipement, peut-être retirer le disque dur. Il y a différentes actions où aller dans SCCM, Active Directory, aller faire les choses à ce niveau-là. Donc, on va utiliser les états pour dire, ben là, je fais un retrait de l'inventaire des TI. Après ça, je vais faire un retrait des actifs financiers. Donc, au niveau finance, j'ai peut-être à dire, ah, OK, tel équipement, je vais le rayer des listes, je vais le rayer de mon inventaire. Sa valeur tombe à zéro parce qu'il est maintenant défectueux et en fin de vie. Et une fois que j'ai complété le retrait TI et le retrait administratif de l'équipement, là, je vais pouvoir dire, OK, il est vraiment désuet, fin de vie de l'actif, et je peux venir ensuite m'en débarrasser. L'objectif, comme j'ai dit, c'est de suivre l'état de notre machine, de notre équipement. Pas le perdre quelque part. Donc, très souvent, moi, on l'a tout vécu, je pense, à travers notre parcours de travail. Quand on commence là-dedans, on n'est pas autant organisé. On se retrouve à un moment donné à grossir. Si on part une petite entreprise et on grossit, on vient à perdre le fil de notre inventaire en fin de vie, puis on se met à faire des inventaires pour savoir, OK, ils sont où mes équipements? Ah, OK, tu en avais 50, tu es rendu à 45 parce qu'il y en a 5 qui étaient brisés. Tu ne sais pas exactement les 5 ordinateurs, étaient-tu vraiment brisés? Il faut que tu te fies sur la bonne foi de la personne qui s'occupe de ce bâtiment-là, cette unité-là. Tandis qu'en le faisant à travers un système ITSM où le technicien vient indiquer, ah non, l'équipement est en fin de vie, moi je certifie qu'il est en fin de vie ou qui est à remplacer, qui n'est pas réparable. Là, on est capable de faire notre chemin et de suivre comme il faut. Si je m'en retourne sur mon fit, là, je suis capable de dire, OK, ben, je vois que j'ai 3 équipements et je vois à quel niveau sont rendus ces équipements-là pour le traitement. Donc, je n'ai pas d'exemple configuré autre que ça à vous présenter, mais l'idée, elle est là. C'est un grand principe. Voici les bonnes pratiques et vous adaptez votre réalité ou vous adaptez la bonne pratique à votre réalité. Donc, on trouve un chemin entre les deux et on essaie de faire un bon suivi avec ça. Si tu me permets de rajouter, Eric, Oui, souvent, ce qu'on peut le traduire, c'est il y a deux cas de figure usuels. Le premier, c'est du 1 pour 1. Donc, un utilisateur, son ordinateur est brisé ou quoi que ce soit. Donc là, on va mettre un processus. Donc, on a un incident dans lequel le technicien dit, ben ça, je le flag comme étant ça ne marche plus, c'est pas réparable. Martin a échappé son café sur le clavier, puis c'est fini. Donc, ensuite de ça, en dessous, autre que la tâche TI, de le mettre justement à faire son retrait parce qu'il est non réparable. Mais il peut y avoir une tâche aussi qui est assignée du département financier qui, elle, ben, va avoir à faire raturer, exemple, l'amortissement de cet ordinateur-là ou l'enlever de son inventaire des actifs matériels. Ça peut être une tâche. Ou tout simplement, ça peut être un courriel qui est envoyé, un rapport qui est envoyé par courriel aux finances pour dire, ben, voici tenir compte de ce retrait dans votre amortissement. Donc, il y a plein de processus en place qu'on peut mettre, qu'on peut imaginer. Une autre portion, le deuxième scénario, c'est quand on fait justement, on a un plan de gestion de la désuétude qui est entériné par les équipes, par la direction pour dire, par exemple, un PC chez nous, ça dure 5 ans. On ne rajoute pas de mémoire, on ne rajoute pas de disque dur, ça dure 5 ans. Les garanties du fabricant, il nous donne 1 an, le fournisseur nous donne 3 ans, on l'extensionne 2 ans de plus, ça fait un beau 5 ans. Donc, au bout du 5 ans, on est capable, avec justement les dates d'achat, d'autres dates comme ça, de venir sortir de notre inventaire ceux qui sont
exemple, 3 mois moins la désuétude. On fait un projet de désuétude et à partir de ce moment-là, il peut y avoir 2 tâches, encore une fois, retrait TI, retrait financier, et ensuite, on met toutes les CI et comme fin de vie. Martin, je vais te laisser la parole pour continuer avec les API. Je pense que ça va être quoi aussi au niveau euh, des seuils minimums, etc. Oui, bien, effectivement, Quand on en avait j'en ai, parlé un petit peu tantôt. j'en ai parlé un petit peu tantôt, les seuils minimums. Ce qui est le fun avec le seuil minimum, justement, c'est que tu veux non seulement être capable de devenir être proactif, mais dans le cas de désuétude, la fin de vie, c'est là où ça vient bien se marier. C'est parce que tu es capable de dire, ben, si je fais ma désuétude là, combien ils vont m'en rester? Est-ce que j'en ai assez? Donc, c'est toute une gestion à l'interne là, de prise de décision d'opération pour dire, mais mon seuil minimum d'ordinateur, c'est ça qui est important, je le fais quotidiennement. Donc, j'ai mon nombre que j'ai, j'en ai combien d'assignés, combien brisés, combien en réparation, combien qui sont en pré-embauche, réservés justement pour des nouvelles ressources qui arrivent d'ici 3 mois, 6 mois, on ne le sait pas encore. Mais j'ai un parc, j'ai 150 PC à changer. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, en ayant justement le seuil minimum en arrière qui roule de façon quotidienne, qui est à jour, ton plan de désuétude, ben, on est capable de venir regarder, à savoir est-ce que j'ai assez de portables, est-ce que je dois aller en achat, combien je dois en acheter. Et en même temps, ben, si jamais vous avez un seuil minimum que vous voulez scinder en deux, un pour les remplacements subis et d'autres juste comme ce qu'on appelle un backup officiellement, ben, à ce moment-là, vous allez pouvoir prendre des meilleures décisions, mieux gérer et planifier pour l'année prochaine aussi les budgets, parce que beaucoup d'organismes, donc si on ne prend pas le budget au complet, ben, on coupe, hein, on perd notre enveloppe. Donc, c'est une meilleure pratique justement de planification budgétaire. Puis je pense que ça vient joindre un peu là, les deux aspects financiers et TI au sein de l'organisme. Ça fait une plus belle cohésion puis un plus beau résultat à la fin de l'année. Merci. Merci, messieurs. Je crois que nous sommes bel et bien à la période de questions. Donc, je vais reprendre le contrôle. Donc, j'ai mentionné dans le chat qu'on va avoir des liens vers différentes requêtes de la base de données, différentes choses qui vont pouvoir vous aider à mettre en place des choses que vous avez vues aujourd'hui. Donc, des petits liens justement au niveau de la période de questions, on a eu des questions pendant le webinaire, donc je vais les repasser quand même juste pour que tout le monde ait le bénéfice. Donc, on a une personne qui nous demandait est-ce qu'on a une liste des certificats de sécurité qui sont appliqués. Dans ce cas-là, on les a. Par contre, c'est vraiment l'équipe de vente qui est responsable de partager l'information. Donc, C2 étant un produit ShareWeb, on bénéficie des mêmes certifications de sécurité au niveau de l'infrastructure. Donc, on est SOC 2 type 2, on est ISO 27001. Et au niveau de C2, on a aussi 6 processus qui sont certifiés ITIL 4, qui ont été renouvelés. On vient tout juste de le faire en janvier. Ensuite, on avait quelqu'un qui nous demandait, quand Martin parlait des différentes couleurs de CI pour les États, qu'est-ce qu'on fait si on est daltonien? C'est une très bonne question. On n'a pas de petits éléments visuels comme un icône ou quelque chose comme ça. Par contre, je tenais à mentionner que les couleurs qui étaient à l'écran, c'est des couleurs que nous, on a choisies. Donc, c'est des couleurs qui sont personnalisables. Donc, selon vos couleurs ou vos perceptions, vous pouvez les ajuster pour que ça fitte avec votre équipe et vos besoins. Ça n'a pas besoin d'être le orange fluo ou le jaune fluo de tout à l'heure. Vous mettez ça à votre main. Ensuite, on vient de recevoir une question. Est-ce qu'il y a une intégration possible vers SkyTech, Clara Finance, pour récupérer certaines informations à partir d'un bon de commande ou de réception? J'imagine que ça serait une intégration custom. Donc, Martin, je pense que ça doit être une question pour toi. Oui, effectivement, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon à nous à l'interne une recette d'intégration ou une intégration manuelle. À ce niveau-là, première des choses, il faudrait voir un peu le système, qu'est-ce qu'il offre comme API. Est-ce que c'est compatible avec les API que nous, on a? Il y a plusieurs sortes d'API. Est-ce qu'ils utilisent aussi des webhooks? Ça, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être envisagé. Mais somme toute, je vous dirais, il faudrait voir avec votre analyse d'affaires. On pourrait regarder à savoir est-ce qu'il y a une ouverture. Est-ce que le site, les API du
de l'autre système, est-ce qu'ils sont ouverts aussi? Donc, il y a beaucoup de choses en considération à prendre. Est-ce que c'est un système qui est hébergé localement, on-premise, comme on dit souvent dans le jargon TI, ou c'est cloud? Donc, il y a plein de questions qu'il faut analyser avant de dire oui ou non si c'est possible. Merci beaucoup. C'est ça, Je pense si on que résume pour tout système, c'est ça. C'est qu'est-ce qui est possible avec le système de cible, comme Skytech, qu'est-ce que lui est pas capable de faire, qu'est-ce que ces deux peuvent faire avec ça, est-ce que ça se parle ou pas? C'est là qu'on va être capable de vous aider. Merci, Eric. C'est aussi le cas pour n'importe quelle technologie d'API, si je ne me trompe pas. Exactement. Parfait. Donc, le chat est un petit peu tranquille pour l'instant. Il n'y a pas d'autres questions. Je vois aussi qu'on arrive presque à midi. Ah, il y en a une dernière. Une dernière avant qu'on libère tout le monde pour le lunch. Donc, comment la valeur des champs quantité dans les CI de seuil est-elle mise à jour en fonction de la quantité de CI correspondant? Martin. OK. Est-ce que je peux prendre l'écran, Maude? Ben oui, si c'est ce que Parfait. ça prend, vas-y. Rapidement, c'est super simple, honnêtement. C'est un API dans lequel on va chercher justement, si je tape survey, vous m'excuserez, là, c'est toujours en anglais, donc ça ici. Donc, l'idée en arrière, c'est très simple. Je triche un peu, je fais une recherche. Je fais une recherche dans ces deux. On fait une recherche selon des critères qu'on a prédéterminés avec la catégorie de CI. Et ensuite de ça, on vient dire, est-ce qu'il est assigné? Est-ce qu'il est brisé, perdu, tout ça? Donc, on fait la recherche dans lequel ici, là, je ne passerai pas à travers du code parce que c'est très long et très, très, très fastidieux. Donc, on fait la recherche et par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On vient juste récupérer les données. On vient les associer. Ce que je parlais tantôt, le JSON Path. Donc, je récupère la réponse de la recherche. Quand on fait une recherche ici, puis on met les critères, il nous renvoie une grille. Cette grille-là, elle est générée justement par la réponse de l'API. Donc, moi ici, ce que je fais, c'est qu'au lieu de l'afficher visuellement dans une grille, je viens forer dans la réponse, je viens récupérer des éléments et je viens les mettre justement dans la catégorie de CI. Une autre chose aussi qui est importante de comprendre, c'est que je viens mettre à jour les quantités. Donc, si je mets 1 ici, on voit que c'est auto-calculé. J'en mets 2 là, puis j'en mets 4, 3 là, ici. C'est auto-calculé. Donc, ta quantité totale ici et ton inventaire total se génère automatique. Ce n'est même pas un API, rien, c'est dans le champ entier. Et on peut mettre une formule, ça se calcule automatiquement. Tout ce que je fais, c'est je viens mettre à jour ces 3 là ici. Aussi simple que ça. Merci pour la démo impromptue. C'est parfait. J'espère que ça répond bien à la question de Benoît. Donc, on a une dernière question qui est popée et je pense que ça vaut la peine de prendre la petite minute de plus pour lui répondre. Donc, en lien avec la dernière question, donc quand on parlait plutôt des API puis des seuils, est-ce que la concurrence est supportée? Donc, 2 personnes qui feraient un onboarding en même temps, est-ce que c'est possible? C'est possible. Puis c'est le pourquoi, vous avez vu un peu la structure de la CMDB. J'ai des quantités de souris, quantité d'ordinateurs, et j'ai mon CI d'ordinateur. Le pourquoi que je les ai scindés en deux comme ça, c'est parce que justement, quand on a un très gros volume de requêtes qui roulent, donc il peut y arriver, c'est rare, mais il peut y arriver qu'il y ait une collision de processus que 2 processus veulent écrire sur le même CI. Donc, c'est pour ça qu'on scinde. Le CI est créé, il est mis à jour. Habituellement, on dit un CI, un ordinateur par individu. On ne peut pas avoir 2 personnes qui ont le même ordinateur en théorie. Ce qui fait en sorte qu'au fil de la journée, je fais rouler de façon automatique, 1 fois, 2 fois par jour, dans le fond, la récupération de tout, justement, mon inventaire des ordinateurs, des souris, des claviers. Mais au fil du temps, je peux jouer directement sur le CI parce que c'est une demande, un CI, un client, un CI. Donc, on évite la collision justement des processus de cette méthode-là. J'espère que ça répond à la question. On a une dernière petite question encore. Celle-là, en fait, c'est une question que je pense s'adresse à n'importe quoi, dans ces deux. Donc, c'est pas seulement... c'est combien de temps évaluez-vous pour une intégration 360 dans une entreprise de moyenne envergure? Donc, même ça, je peux commencer à y répondre un petit peu moi-même. Ça dépend vraiment, vraiment
de vos besoins en général. Ça prend une évaluation un petit peu. Si vous êtes plus autonome, que votre équipe est disponible, on a des clients qui l'ont fait en 3 mois. Ça va vraiment dépendre. Et messieurs, si vous voulez un petit peu compléter ma réponse avec des cas, allez-y. Exactement. Là, on ne peut pas vraiment donner une évaluation comme ça. Ça dépend de votre situation, où est-ce que vous êtes rendu dans votre maturité de processus, si on peut dire. Quels sont vos systèmes, comment sont utilisés. Donc, il y a souvent des adaptations qui sont amenées dans ce qui est là actuellement pour pouvoir tout intégrer à partir de la base jusqu'au complet, là. Donc, c'est difficile à quantifier. Ça prend une évaluation. Donc, sur ce, je viens de mettre tous les liens dans le chat avant que tout le monde parte. Donc, tous les liens pour le sondage, les ressources, le centre de webinaire, notre communauté LinkedIn, un petit peu tout ça est disponible dans le chat. Je vous remercie beaucoup, messieurs, de votre savoir, de votre disponibilité et de votre expertise. Je souhaite aussi une excellente journée à tout le monde qui est avec nous en ce moment. Merci aussi pour votre temps. C'est très précieux pour nous de passer ces petits moments-là avec vous en termes de webinaire.